Isabelle Marcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes enseignante et écrivain confirmé. Pour l'anecdote, votre photo apparaît dans les manuels scolaires d'histoire entre Jules César et Chateaubriand. C'est une belle reconnaissance. Oui, ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Effectivement, ça relève du gag. Et oui, ma photo se trouve entre un buste, un buste en marbre de Jules César et un portrait de Chateaubriand, dont je suis très fière. Oui, vous pouvez être fière, effectivement, c'est une belle reconnaissance. Vous publiez un nouveau roman en avril, Pâques, la complainte du Nil. Alors c'est un genre très différent, hein, quand on vous connaissait pour Petits défis de la vie ordinaire, par exemple, ou L'Instant C. Là, on est quand même dans un style tout autre. Vous parlez de fables écologiques et ethnologiques. Alors racontez-nous l'histoire. L'idée de ce roman est née d'un reportage qui m'a absolument fascinée et que j'ai vu il y a 3 ans, qui relatait un peu, qui évoquait le destin et le déclin du peuple pasquan qui a érigé les fameuses statues que tout le monde connaît, hein, les moaïs, en langue maori. Et j'ai trouvé ce reportage absolument bouleversant, ce destin tragique, et j'ai eu envie de plonger dans cette civilisation, dans la société Rapa Nui. Et j'ai perçu tout de suite évidemment les analogies et la métaphore de cette petite planète, de cette petite île de 162 mètres carrés perdue au cœur du Pacifique. Le nombril du monde. Hein. Voilà, qui s'appelle le nombril du monde en langage maori. Et j'ai vu la portée métaphorique qu'elle pouvait avoir par rapport à notre planète qui connaît certains affres. Effectivement, il y a plusieurs lectures possibles à ce roman. D'abord, une lecture plaisir, puis aussi, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que l'île de Pâques, ça peut quand même paraître le laboratoire du déclin de l'espèce humaine et de la planète. Tout à fait. Au-delà, dont j'ai évoqué une fable écologique, il n'y a pas que l'aspect écologique, il y a le rapport bien sûr à l'environnement, mais également aux hommes entre eux. Comment faire quand on est démuni et quand il est question de survivre, voilà, parce que qu'on doit s'entretuer, s'aider, s'autodétruire. Il faut préciser que les ancêtres du peuple auquel on s'intéresse ont épuisé les ressources de l'île en érigeant des statues qu'on connaît, magnifiques, et donc il n'y a plus de bois, il n'y a plus d'arbres, plus d'oiseaux, plus rien. Donc effectivement, voilà, comment survivre, hein, c'est la question. Alors j'ai commencé, en fait le plus difficile, ça a été, je me suis fortement documentée parce que j'ai voulu faire un roman qui soit, comment dire, en adéquation avec les découvertes récentes en termes d'archéologie, d'histoire. Et Dieu sait qu'il y a quantité d'articles sur l'île de Pâques qui paraissent, pas mal de controverses. Donc je me suis vraiment servi d'un livre étonnant et qui constitue pour moi une bible et une synthèse remarquable, qui est le livre de Jared Diamond qui s'appelle « Comment les sociétés survivent ou disparaissent », qui est paru en 2006 chez Gallimard. Et il évoque le cas de l'île de Pâques, il consacre plus de 150 pages, et je pense qu'il a fait vraiment le tour de la question, en évoquant justement les causes de ce déclin. Alors pour lui c'est simple, et je suis partie de là. Le peuple s'est retrouvé à la fin du XVIIe siècle, a connu des guerres tribales, un changement de pouvoir, les guerriers ont pris le pouvoir, ont pris la place d'un monarque de droit divin qui était censé posséder un pouvoir, le mana. Voilà, le fameux mana des Polynésiens. Et donc il y a eu des luttes tribales. Les Pasquans, à l'époque ils ne s'appelaient pas Pasquans puisque l'île n'avait pas été découverte, donc le peuple maori ou Rapa Nui s'entretuait, il y avait vraiment des pratiques cannibales. Et donc j'ai choisi de situer mon histoire à ce moment-là en plein chaos, sachant que le chaos s'est probablement produit avant l'arrivée des Européens. Et donc j'ai choisi de les faire se confronter et de mettre en scène ce choc des cultures avec des Européens qui découvrent catastrophés, qui arrivent sur une île sans arbres, sans oiseaux, et qui repartent assez dépités en se disant mais ici il n'y a rien à faire, et rien à boire, et rien à manger, et qui ne peuvent pas imaginer que ce peuple misérable qui végète à l'âge de pierre, puisqu'ils sont isolés sur leur île à 1000 lieues de toute terre habitée, à des kilomètres carrés de toute terre habitée, et qui ne peut absolument pas imaginer que ces gens-là sont les artisans des momies gigantesques que tout le monde connaît. Donc à partir de là, et c'est ça qui m'a intéressée, le mythe pasquan naît de cette rencontre en 1722, le jour de Pâques, d'où le nom de l'île, l'île de Pâques. Et à partir de ce moment-là, il y a eu plein de travaux jusque récemment, jusque dans les années 80, où des gens prétendaient qu'il y avait un mystère sur l'île de Pâques, que les statues avaient été érigées probablement
par des extraterrestres. C'est un mystère absolu. Et on s'est aperçu il y a une vingtaine d'années que l'île était boisée, en analysant les pollens, les coulées de lave, puisque c'est une île d'origine volcanique qui comporte d'ailleurs énormément de grottes. Les extraits d'écriture aussi, le Rongo-Rongo, où on voit qu'il y avait des animaux et des oiseaux, des arbres. Exactement, donc on s'aperçoit que l'île avait des espèces. Donc on parle beaucoup de biodiversité à l'heure actuelle, et Dieu sait qu'elle est menacée et que chaque jour des espèces disparaissent. C'est ce qui s'est passé sur l'île de Pâques. Donc, un déclin, finalement. Voilà. L'écosystème a été détruit. Pour vénérer des dieux, puisque c'est en érigeant ces statues, en utilisant des rondins de bois, que l'île a été déboisée pour faire le transport de ces statues. Alors, si on transpose aujourd'hui au XXIe siècle, est-ce que notre déclin, nous ne l'amorçons pas par la consommation excessive, par l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire de ce côté-là? Bien sûr, oui, les statues sont métaphoriques. Chacun peut ensuite s'approprier le livre et voir ce que représentent pour lui ces statues. Pour moi, effectivement, elles peuvent représenter, être un symbole des tours qui se sont effondrées en 2001, du capitalisme qui méprise souvent l'environnement et l'être humain, et de notre désir de puissance qui fait qu'effectivement, nous pouvons être en danger sans faire de catastrophisme. La réalité est là, et c'est vrai que ce livre évoque aussi cette situation, sachant que les Pascons ont quand même trouvé des solutions. Voilà, justement, j'allais vous demander comment éviter la catastrophe. Vous avez dans le livre un héros positif, Tao, qui est un pêcheur, et qui lui propose l'instauration d'un nouvel ordre que ses fils mettront en place, un nouveau système politique qui replace l'homme au cœur des préoccupations et sa survie, et puis un monarque qui va cette fois être choisi pour ses qualités et qui va changer tous les ans. On sait qu'aujourd'hui, effectivement, remettre l'homme au centre de nos préoccupations, c'est peut-être une solution. Tout à fait. Les Pascons ont un petit peu, en quelque sorte, fait leur propre révolution avant la Révolution française, puisqu'ils ont fait tomber le roi et instauré une monarchie annuelle fondée sur les pouvoirs de quelqu'un qui est passé par certaines épreuves et qui change tous les ans. Et ils sont parvenus, malgré, après ce chaos et après avoir battu leur statut, ils se sont aperçus que ça ne pouvait pas durer. Donc je pense que c'est une question de survie, bien sûr. Aujourd'hui, on compte, il reste dans le monde 21 tablettes qui constituent là aussi un nouveau mystère. C'est le dernier mystère de l'île de Pâques. Dans la mesure où ces tablettes de bois gravé d'une écriture magnifique, hiéroglyphique, un peu ressemblant à celle des Égyptiens, sachant que les Polynésiens ne peuvent pas évidemment connaître l'écriture d'Égypte. Donc cette écriture est à ce jour indéchiffrée, pour la bonne et simple raison qu'en fait, les Européens, pas les premiers Européens, mais la seconde vague d'Européens qui découvrent l'île 50 ans après le jour de Pâques, a transmis des maladies aux Pascans, donc ils ne sont pas remis de la variole, bien sûr, etc. Et donc il y a beaucoup de Pascans qui sont morts, et plus encore au XIXe siècle, il y a eu une rafle d'esclavagistes péruviens qui a capturé 1200 Pascans. Tous pratiquement sont morts, et parmi ces 1200 Pascans, il y avait le roi, les derniers initiés susceptibles de lire et de graver les voies de la connaissance. Donc cette écriture sacrée qu'on appelle le Rongo-Rongo. Et donc aujourd'hui, il y a quantité de linguistes, d'épigraphes qui essaient de décrypter le Rongo-Rongo, mais on n'a pas la pierre de Rosette. Et donc on ne sait pas exactement ce que racontent ces tablettes de bois. Voilà. D'accord. Alors justement, j'allais vous demander, outre ses qualités littéraires, ce roman nous met en garde par rapport au déclin possible de l'humanité, puis surtout nous donne à connaître, à découvrir une civilisation qui est particulièrement intéressante. Est-ce que c'est un acte militant de votre part, ce roman? Est-ce qu'on peut parler de ça comme ça? Un acte militant, non. Je dirais qu'au départ, mon désir a été vraiment d'en savoir plus. Je suis un petit peu curieuse de nature. J'ai fait du journalisme avant d'être professeure, et c'est vrai que j'ai voulu comprendre. Et face à des articles qui étaient un petit peu antagonistes, qui ne proposaient pas les mêmes, j'ai voulu faire le tour de la question. Et donc j'ai eu envie de raconter une histoire située en d'autres temps, à l'autre bout du monde. Et c'est moi qui ai voulu effectuer une sorte de plongée en apnée dans un autre univers, parce que un de mes désirs quand j'écris, c'est de voyager aussi moi-même, et de faire voyager le lecteur. Et donc là, j'ai essayé de rendre un petit peu l'âme du peuple Rapa Nui ou Maori,
en utilisant un style peut-être un peu poétique pour retrouver la poésie de leur chant. Oui, la complainte. Leur rime, d'où le titre, La complainte. Voilà, absolument. Alors Isabelle, vous animez des ateliers d'écriture, notamment dans les écoles, les hôpitaux, même en milieu carcéral. En quoi ça consiste exactement? Alors, ça consiste avant tout à réconcilier les gens avec la lecture, l'écriture, à essayer de leur montrer que l'écrivain, d'abord, n'est pas quelqu'un comme tout le monde, que l'écriture n'a rien de sacré et qu'ils peuvent y accéder. Et puis, c'est l'occasion pour ces personnes souvent de découvrir des talents qu'elles ne soupçonnaient pas. Parce que je pense que le talent est la chose au monde la mieux partagée, comme aurait dit Descartes. Et moi j'aime bien en tout cas passer par le filtre de la fiction quand je fais des ateliers, c'est-à-dire demander aux gens de dire il ou elle plutôt que je, parce que c'est plus difficile de parler de soi. On se révèle plus facilement. Voilà. Et je trouve que souvent dans la fiction, on en dit plus sur soi qu'en passant par l'autobiographie en tant que telle. Voilà. Écoutez, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce nouveau roman, Pâques, la complainte du Nil. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous pensez de Didier Van Covelart? J'adore Didier Van Covelart. Très bien. Non, je trouve que c'est un écrivain d'abord fort charmant, fort sympathique, et j'ai surtout adoré, moi qui aime en général très peu les prix Goncourt, désolée pour notre noble académie. Je suis souvent déçue par les Goncourt, mais j'ai adoré Anna Lessin. Voilà, en 94. Voilà, à telle enseigne que je l'ai fait lire à mes élèves dès qu'il est paru en poche. Très bien. J'ai trouvé l'histoire très originale, très bien écrite, intéressante, complètement farfelue, et puis d'actualité, bien sûr, avec ce qui se passe aujourd'hui et notre cher ministre qui reconduit des gens à la frontière. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous. Nous allons regarder justement un reportage, celui de notre rencontre avec Didier Van Covelart. Merci Isabelle, à bientôt. Didier Van Covelart, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes venu à la rencontre de vos lecteurs à Amiens. Est-ce que c'est enrichissant ces moments pour vous, où vous êtes face aux gens qui ont lu vos livres? Oui, parce que ce sont des moments toujours imprévus. Parfois, j'y vais entrer dans les pieds parce que j'ai autre chose à faire, où il fait beau, je suis en plein travail, où je me dis mais pourquoi j'ai accepté ça? Et franchement, je crois quasiment jamais je suis rentré chez moi après en regrettant. Il y a toujours une rencontre, un moment. Des surprises? Vous êtes surpris parfois de leur réaction? Oui, mes lecteurs arrivent à me surprendre très souvent, déjà par leur manière d'arriver à exprimer de manière très précise et souvent très concise, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Quand il y a des files d'attente dans les signatures, les gens arrivent à me dire en très peu de mots pourquoi ils me lisent, ce qu'ils aiment en me lisant, ce que ça touche en eux, et donc me parlent d'eux à travers ce que j'écris, avec la plupart du temps une justesse qui vraiment m'épate, parce qu'on vit dans un monde où le parler est tellement flou et compliqué à la fois, et je suis toujours heureux de voir que dans la vie, les gens ne parlent pas comme à la télévision. comme souvent, le son de la télévision qui est à la fois approximatif, rapide, creux et claironnant. Surtout que dans la création, vous êtes solitaire, vous parlez de votre tanière d'écrivain, vous avez besoin d'isolement pour complètement, mais j'ai besoin de silence, énormément de silence. J'ai du mal, or, je suis quasiment tout le temps en train d'écrire, même quand je suis là en train de parler de mes livres. Donc il y a une phase assez difficile où je sors justement de ma tanière de silence pour aller parler d'autre chose, qui est déjà écrit, qui existe déjà, donc fermer le sas de la création en cours, qui est faite de silence et de réclusion pour venir parler. Voilà, donc après, une fois que je suis ramené au présent des lecteurs, qui est le livre qui vient de paraître, donc à ce moment-là, ça va, le déphasage est passé. Mais il y a une phase un peu compliquée pour moi, et qui demeure d'ailleurs inconfortable. D'ailleurs, les années qui passent et le nombre de livres publiés ne changent rien à cela. C'est toujours pareil. C'est pas inintéressant, c'est pas parce que les choses se répètent qu'elles sont ennuyeuses. Mais et en même temps, ça me fait vivre constamment dans des espaces-temps différents. Comme tout à coup un lecteur qui vient avec un livre de poche, un livre que j'ai publié il y a 15 ans, il y a 20 ans, et me pose une question dessus. Et alors très curieusement, c'est comme si le livre se réveillait en moi. Et généralement, alors que je pense avoir oublié ce livre, le lecteur me ramène dans son présent de lecteur à lui, et je réponds assez souvent comme si j'étais encore dans ce livre-là, habité par les personnages. Ça, c'est très, très curieux comme sensation. Je ne me l'explique pas, mais et elle me surprend très souvent. Alors que vous m'auriez demandé la minute d'avant, ce livre-là,
ça se passait où, quelle était l'histoire. Bon, je me rappelle les grandes lignes, mais pas les choses très précises. Quand quelqu'un me dit, le personnage de Jean-Paul dans ce livre-là, pourquoi il est ceci, cela, et la réponse me vient. Je ne sais pas comment. C'est vous qui l'avez produit, ça reste en vous, ça oui, reste mais vivant. Elle est à la cave, elle est archivée. Et tout à coup, elle remonte de la cave toute seule. C'est bien, surprenant. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Didier Van Koblar, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, bienvenue à Amiens. Au revoir. Merci. Oh